Amis de la place de vérité, bonjour. Claudie et moi-même nous présentons déjà nos meilleurs vœux pour l'année 2023. Donc nous nous retrouvons pour la deuxième vidéo concernant les Celtes, donc les druides. Si vous avez déjà aimé la première vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne La Place de Vérité et à cliquer sur la petite cloche pour les notifications pour les sorties de nos nouvelles vidéos. Donc Claudie, nous allons attaquer les druides. Oui. Un beau morceau qui a toujours intéressé les gens, ce côté mystérieux. Ils ont été les détenteurs de la seule tradition orale en Europe de l'Ouest. C'est tout ce qui fait leur intérêt d'ailleurs. Totalement. Et une culture et des rites communs qui ont fait qu'ils ont forgé une homogénéité dans les sociétés, les tribus celtes, on va dire, dans les différentes tribus celtes. Et ils ont toujours été considérés comme importants parce qu'ils avaient un pouvoir religieux et aussi politique qui n'est pas... Oui, ils avaient surtout aussi eu l'intelligence d'adopter les croyances également et d'adapter ces croyances de leur environnement, des conquérants, etc. Et ils les ont adaptées effectivement pour pouvoir vivre le mieux possible leur foi et ce qu'ils pouvaient en distribuer. De plus, suite à l'occupation romaine, ils ont été obligés de s'adapter. Et ensuite, la religion catholique est arrivée. Donc, il y a eu un amalgame entre leurs déités et évidemment les différents saints. On retrouve surtout les différents aspects de leur dieu. Oui. Alors, pour la plupart gaulois, parce qu'évidemment c'est ce qui reste le plus de traces chez nous, dans la géographie catholique. Mais on a aussi de bonnes bases du côté de l'Irlande, parce qu'ils ont été touchés beaucoup plus tardivement par la culture romaine et catholique qui avait envahi. Mais bon, on a quand même le peu qu'on connaît, c'est toujours pareil, on fait référence à César parce que c'est le seul qui effectivement, dans son De Bello Gallico, a parlé des druides. Alors lui, il en a parlé avec, je dirais pas avec bienveillance parce que c'était quand même un conquérant. Avec respect. Mais avec respect, voilà. Il avait quand même un certain respect et il trouvait qu'ils avaient une culture qui était intéressante. Évidemment. Et il avait aussi peut-être un conseiller druide, je sais pas, on va dire, qui s'appelait Diviciacus et qui lui aussi était de la tribu des Éduins, donc on avait déjà abordé toutes nos tribus précédemment, et il avait de bons rapports, avec lui et il avait eu des bons échanges à l'opposé de nos amis Diodore de Sicile, Strabon, Pline et les autres. Tous les savants de l'époque qui étaient romains ou grecs et qui évidemment avaient une autre image. César s'appuyait certainement sur un druide aussi parce qu'il avait bien compris que les druides avaient des fonctions sacerdotales mais aussi politiques. Donc par l'entremise du druide, il pouvait faire passer des messages beaucoup plus facilement. C'était un stratège évidemment et la bataille ne se jouait pas uniquement par l'armée et par les guerres. Tout à fait. Ça, de ce côté-là, il avait eu l'intelligence. Non, mais c'était l'intelligence du compétent. On ne peut pas nier l'intelligence de César. Il a conquis quand même la moitié du monde. Donc, je veux dire, on est obligé d'admettre que. Mais il avait quand même admis qu'en arrivant en Gaule, c'était pas un peuple de rustres tel qu'on a bien voulu, et de sauvages tel qu'on a voulu nous les présenter à l'époque. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec les druides, c'est que malgré l'individualité pour les Celtes qui est très importante, ils étaient quand même considérés comme très importants parce qu'ils avaient des fonctions sacerdotales, on l'a déjà dit, des fonctions politiques et leurs paroles étaient reconnues. Donc, ils permettaient une uniformisation de la société. Des différentes tribus et ils se retrouvaient, on le verra plus tard, ils se retrouvaient et ça permettait
de lisser un peu les conflits et puis de permettre un échange entre les tribus. Voilà. Ils étaient le point central dans la tribu. Il faut pas, voilà, ils représentaient la culture, ils représentaient effectivement beaucoup de choses. Mais quand on considère, on va aborder un petit peu la formation, justement, on va voir comment ces druides étaient formés, comment ils évoluaient. Parce que n'est pas druide qui veut, et pas tout le monde peut avoir la prétention de pouvoir s'engager sur ce chemin. Donc déjà, au bas mot, 20 années de pratique. Il faut préciser, la formation de druide, c'est environ 20 ans. Minimum 20 ans. Et c'est pas une question de classe, c'est pas parce qu'on est guerrier, ou fils de chef, ou paysan. C'est vraiment une condition intellectuelle. Voilà. Et les druides cherchaient des personnages qui pouvaient comprendre l'enseignement, c'est surtout ça, comprendre l'enseignement, c'était pas vide, il fallait qu'il soit intellectuellement disponible, qu'il soit initié à toutes les connaissances des druides qui étaient importantes, parce que pendant 20 ans, il devait apprendre beaucoup de choses. Absolument. Et c'était cette relation de maître à disciple. C'était vraiment, il y a un maître, un disciple, une transmission orale. Tout à fait. Et chaque génération apportait les nouvelles connaissances qu'il pouvait avoir de son côté, divers échanges. Oui, ils s'adaptaient. Voilà, c'était une évolution, c'était pas en fait, sclérosé, c'était vraiment un apprentissage ouvert. Ils étaient très modernes. Ils étaient très ouverts. Ils étaient très modernes en définitive, parce que bon, voilà. Alors par contre, il est intéressant aussi de constater que chez ces druides, il n'y avait pas une espèce de hiérarchie comme on peut trouver dans d'autres cultures et dans d'autres religions. Le druide, c'est quelqu'un qui a réellement sa propre culture, qui a fait son enseignement sur une vingtaine d'années, qui va la dispenser, mais il n'y a jamais eu de grands druides, d'archidruides, de chefs de druides en chef, etc. Quand un druide arrivait au terme de sa vie, en général, il avait formé, de toute façon, il avait formé des apprentis qui prenaient la suite, mais la première des choses, c'était celui qui était le plus brillant de ces apprentis qui prenait la suite. Et si, malgré tout, il y avait personne qui sortait du lot, et ça se faisait par des joutes oratoires. Et ça, ou un vote. Mais ça, il y avait un échange qui était quand même, moi je dis encore, très moderne. Très démocratique. Très démocratique, absolument. Voilà. Donc, alors, les fonctions du druide, évidemment, c'est des fonctions sacerdotales. Ils sont les gardiens du pouvoir spirituel, parce qu'on les connaît surtout comme les gardiens du savoir, capables de rentrer en contact avec les forces supérieures de notre monde. Mais ils ont aussi donc des fonctions de juristes, c'est les gardiens de la loi. Tout à fait. Ils ont des fonctions politiques, ils peuvent conseiller le chef, résoudre les problèmes entre les tribus pour éviter les guerres. Ils ont des fonctions éducatives. Alors là, c'est très important parce que c'est pas le celte de base n'est pas, pour la plupart évidemment, n'est pas un petit analphabète. Il avait des bases parce que il fallait pouvoir savoir compter pour le commerce et ainsi de suite. Donc c'était vraiment. Mais ils mettent en place une école. Enfin, je veux dire, on parle de Charlemagne, mais là c'est les druides avaient mis ça en place bien avant. Il y a l'école des druides où on apprend l'évolution de leur de leur histoire, de leur tradition, etc. Et alors, il y a quand même quelque chose, moi, sur laquelle je trouve qui est très très intéressant, c'est le fait que quand même, déjà, ils enseignaient l'immortalité de l'âme. Et donc, à travers le fait de l'immortalité de l'âme, ils supprimaient cette peur de la mort on a gardé malgré tout jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours. Donc, ils avaient quand même cette vision qui faisait que, mais même les guerriers, ça les réconfortait. C'était une notion très importante, et c'est d'ailleurs pour ça que César a eu beaucoup de mal face à certaines tribus celtes, parce que justement, ils n'avaient pas peur de mourir, ils défendaient leur terre, et ils étaient prêts à aller jusqu'au bout. Ils étaient prêts à aller jusqu'au bout, parce qu'il y avait cette notion de choses qui étaient vraiment... c'était vraiment important pour eux, je pense. Et je pense que, quelque part, ensuite, peut-être, alors là c'est moi qui m'engage, mais peut-être que certaines religions ont adapté un peu
un petit peu Le concept. Le concept, Le concept. parce que ça devait bien Ils leur se sont un peu convenir. inspirés. Voilà. Alors, le druide n'est pas seulement un professeur, il peut aussi se spécialiser, tout en restant un druide à part entière, il peut se spécialiser en étant un barde, donc le gardien des histoires, des chants, de toute la tradition. Alors, on répète, c'est une tradition orale, donc il fallait tout connaître par cœur. On peut se référer un peu à Astérix, avec Oui, notre voilà. barde. Ça serait un mélange entre Assurance Tourix et Panoramix, mais j'espère qu'il chante mieux. Oui, donc oui, il peut être soit barde, Mm. et aussi il peut être aussi soigneur, donc vat ou ovat en grec. En grec, oui. Mais ils sont toujours des druides à part entière. C'est vraiment important. Ils ne sont pas ni supérieurs ni inférieurs. Ce sont des druides avec des spécialisations. Oui, ils étaient effectivement, après qui se spécialisait effectivement sur le côté pour être un peu plus juriste. De toute façon, il y a à la base, il ne faut pas perdre de vue que le druide, c'est le conseiller du roi, puisque les tribus avaient, il y avait une forme de royauté, le chef, le roi. Le chef, le roi, et le druide est à côté, il est sur un même pied, il est sur un pied d'égalité avec le dirigeant, il n'est pas totalement à part, et il est conseilleur, c'est lui qui va donner, donc il lui faut avoir une culture, je dirais au départ, un peu ouverte Alors, dans tous les domaines. On peut faire un parallèle avec les premières sociétés du Moyen-Âge, notamment en France, avec le roi qui a toujours un conseiller religieux à côté de lui. Pour, Absolument. Le côté moral, il ne peut pas faire n'importe quoi, il doit respecter les préceptes de Dieu, mais en même temps, il faut qu'il étende son pouvoir, et c'est ce côté-là qu'on peut retrouver avec le druide qui conseille le chef dans les différentes tribus. Il gère aussi le calendrier religieux. Important, le calendrier. C'est très important parce qu'il y a les fêtes, il y a les saisons. Les Celtes sont aussi des agriculteurs, donc c'est très important. Absolument. Il faut respecter le cycle de la nature. On ne va pas planter les semences en plein hiver. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc c'est très important ce découpage. Et de plus, ça a conduit évidemment aux fêtes celtiques qui sont très importantes selon les Celtes. Oui. Bon, on va faire un petit survol sur les principales fêtes celtiques. Oui, alors Samhain. Bien sûr, Samhain, c'est la plus grande des fêtes celtiques. Bon, celle qui correspond. C'est la Toussaint, celle qui correspond pour nous à Halloween. Voilà, maintenant, il y a Yule. On a Yule, oui, qui correspond. On a Imbolc qui est donc début février. Voilà, c'est ça. C'est un peu la chandeleur chez nous. Ostara, c'est l'équinoxe de printemps. Et on a Beltane, le 1er mai. mai, voilà, qui est quand même une fête. Ce sont des fêtes qui sont. Qui ont perduré sous d'autres noms, mais on verra ça plus tard. Oui. Donc on a aussi Lital, Nazat, Mabon, c'est donc les équinoxes et tout. Donc ce sont c'est des petites fêtes mineures. Un peu moins importantes. Parce qu'elles mais ça on y reviendra. Voilà. Parce que parce que c'est un gros morceau. On a pensé que c'était quand même un morceau important. Donc vous aurez l'opportunité de nous voir peut-être une troisième fois pour qu'on vous développe un peu tout cet aspect de ces fêtes et de ce côté culturel, vraiment des religieux, la religion, les dieux celtes et tout. On le dira un petit peu mieux. Alors, en parlant de religion, on a aussi parlé des sacrifices druidiques, parce que c'était un peu... On parlait de Strabon et compagnie, donc c'était des sauvages qui sacrifiaient tout le monde. Oui, c'est ce qu'ils disaient du moins. Alors bon, les sacrifices d'animaux, évidemment, dans toutes les religions, on le retrouvait. Puis ça servait pour les fameux banquets, comme le Astérix. Ça servait dans les... Oui, absolument. C'était pas perdu. Ça servait d'augure, c'était aussi des réjouissances par rapport aux fêtes. Mais il y a eu quelques sacrifices humains, on a retrouvé quelques traces. Oui, alors c'était souvent ou des prisonniers de guerre, ou peut-être des volontaires, parce que à un moment donné il fallait contenter les dieux. C'est toujours possible, on a vu ça, que ça marchait beaucoup en Amérique précolombienne, ils étaient volontaires, mais c'était vraiment marginal. On ne peut pas comparer, je veux dire, autant chez les Mayas, c'était une rituelie, je dirais, quotidienne, alors que c'était vraiment, chez les Celtes, c'était... Il y avait, je pense que c'est dans la guerre des Gaules, César en parle un peu, mais on coupait la tête
du vaincu et on se l'accrochait alors ou à la hutte ou sur soi, mais c'était pour apprivoiser sa force et tout. Donc c'est encore un côté. Je pense pas que ça soit toutes les tribus qui le faisaient. On le retrouve très facilement le culte des têtes chez les Celto-Ligures, qui eux aussi, lorsqu'ils avaient un ennemi coupé, et se servaient de la tête, pensant que l'âme, le siège de ce qu'était l'intelligence de l'individu se trouvait dans la tête, et qu'à partir de là, bien évidemment, en conservant la tête, il prenait la puissance, il prenait la force du vaincu. Ouais. Alors ce qui est amusant, c'est que donc, les druides baptisaient les enfants par immersion. Par immersion. Petite nouveauté. Ouais. Avec l'eau lustrale et fécondante. Donc, totalement. Voilà. Et alors ce qui est aussi très important, parce que là aussi on le retrouve bien plus tard. C'est que c'était le druide qui donnait le nom. On nommait l'enfant. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Et ça se retrouve quand même beaucoup plus tard. Donc, voilà, la puissance du Père, voilà. Chez les catholiques, et on peut trouver ça aussi dans les civilisations égyptiennes, où de partout. Il faut le dire pour que il faut nommer pour que ça s'accomplisse. Ils étaient aussi quand même férus d'astronomie. Ils avaient de nombreuses connaissances au niveau des étoiles. Alors évidemment, on connaît par le côté agriculture, évidemment, il fallait qu'ils connaissent le passage des étoiles qui indiquait telle saison, la position de la Lune et tout. D'ailleurs, on a retrouvé le calendrier de Coligny, qui est un calendrier lunaire, mais avec des corrections solaires, ce qui en fait quand même un calendrier perpétuel. Oui, absolument. Absolument, c'est vrai qu'il est assez fourni avec effectivement, alors je crois qu'on l'a quand même pas entièrement décrypté à 100%. Ils sont toujours en train de chercher. Et César d'ailleurs en parle aussi dans sa guerre des Gaules. Il disait que les druides étaient férus de mouvements des étoiles, de ce qui changeait dans la nature. Ça les intéressait. Ils avaient une dimension terrestre au niveau tout ce qui était agriculture et puis après politique, mais ils avaient une dimension spirituelle dans le monde aussi, leur place dans le monde, dans l'univers connu évidemment, qui était plus restreint. Et oui, et puis voilà, cette divination basée sur la nature et qui était quand même très importante. Ils avaient une vénération par exemple pour les arbres. L'arbre, c'est quand même un symbole de force, de puissance. Il y avait des arbres sacrés. On cueillait le gui. Alors, le gui, on le ramassait effectivement vers la Noël parce que dans les arbres, c'est l'époque. Et le symbole du gui est important. On abordera ça plus tard. Mais le symbole du gui est important. Ouais. Contrairement à ce qu'on pense, oui, c'est une plante parasite, mais elle n'est pas que parasite. Voilà. Du coup, ils étaient aussi portés sur la divination. Alors, évidemment, à travers la nature, à travers soit leurs rêves, des transes, parce qu'ils étaient religieux, entre guillemets, soit par le passage des oiseaux. On retrouve ça chez les Romains aussi. On retrouve ça chez les Romains, oui. Une source qui apparaît, qui est un signe des dieux. Donc les plantes, les arbres... La puissance de l'eau est importante. La puissance de l'eau, parce qu'on le verra aussi dans notre vidéo. Ben oui, parce que c'est vecteur de transmission. Donc l'eau est importante. Et ça, on la retrouve bien après, puisque, je fais une petite aparté, c'est juste que toutes les grandes abbayes, les grandes églises, les cathédrales et tout, elles sont souvent sur des veines et tellurique et où il y avait de l'eau. Donc, c'est pas pour rien aussi que les religions suivantes se sont implantées là-dessus parce que c'était... D'une part, pour chasser le souvenir de l'ancienne, et en plus parce que c'était déjà un bon spot. Bien entendu. Voilà. Ils avaient une médecine, druidique, évidemment, basée sur la nature, sur les plantes, mais alors plus avec une conception préventive. Oui, ça c'est vrai aussi. Ils soignaient les gens, mais pour pas qu'ils soient malades. On retrouve ce concept toujours chez les Chinois d'ailleurs maintenant, où on paye son médecin que si on est en bonne santé. On considère que si on va chez le médecin et qu'on est malade, c'est qu'il a mal travaillé. Il a mal travaillé, voilà. Ça on devrait encore... C'est une logique imparable, normalement on devrait le faire de même. Alors, c'est... évidemment, c'est la nature, les plantes, les essences naturelles, ils devaient être
En 20 ans, il devait apprendre Je pense. beaucoup sur les plantes et tout. Et il y a un petit côté aussi qu'on oublie sur les druides, c'est qu'ils pouvaient être aussi des druides guerriers. Justement, parce que comme ils étaient conseillers du chef, et qu'à un moment donné, si la diplomatie ne marchait pas, on rentrait en guerre, ils devaient suivre le chef sur le champ de bataille. Alors, on en retrouve vraiment trace côté irlandais, parce que c'est ce qui restait vraiment le plus longtemps préservé, avec le dieu druide d'Agda, évidemment, le dieu de tous les druides. Alors, qui a dû être adapté à la civilisation irlandaise, mais il y a vraiment des traces dans la religion celtique. Oui, je pense qu'on retrouve bien ça, effectivement. Puis, ils avaient aussi, ils avaient bien compris la puissance des mots. Oui. Ils avaient compris la puissance des mots. La parole n'était pas, la parole n'était pas galvaudée. Quand un druide parlait, il était écouté. C'était parole de Dieu, pour ainsi dire. Parole d'évangile, on pourrait dire aussi. Voilà, pourquoi pas. Voilà. Mais... Donc, ils se réunissaient une fois. Alors, ils devaient se réunir, je pense, selon les régions entre eux, mais il y avait vraiment une grande réunion annuelle dans la forêt des Carnutes. Bien sûr. Où ils échangeaient leurs connaissances, les nouveautés qu'ils avaient entendues, parce qu'il y avait beaucoup de commerce. Donc, on ne se rend pas compte, mais il y avait beaucoup de commerce avec les tribus celtes avant l'invasion par César. Oui. Donc il y avait déjà des connaissances qui circulaient. Ils parlaient le grec, ils parlaient le romain. On a des traces parce que c'était la comptabilité. C'était la comptabilité, c'est les seules traces écrites qu'on a retrouvées. Qu'on a encore maintenant. Donc ils avaient des contacts avec les autres civilisations. Oui. D'ailleurs, ils ont ouvert des routes commerciales avec les Grecs. Et les Romains ont pris ces mêmes routes, sauf qu'eux, ils les ont pavées, c'était mieux pour les chariots. Oui, mais elles existaient déjà. Voilà, mais elles existaient déjà, ils ont vraiment suivi des courants commerciaux. Tout à fait. Et donc, on peut penser qu'ils ont pris certaines croyances, certaines informations, les ont adaptées à leur sauce. Mais je pense que ils étaient assez ouverts. Ils étaient ouverts, mais je pense que c'était quand même des gens particulièrement intelligents et surtout très attentifs à leur environnement, à leur culture, à la culture. Alors la leur, bien évidemment, puisqu'ils étaient là pour transmettre aux générations futures, mais également de ce qu'ils pouvaient prendre de leur environnement. Et ils en prenaient le meilleur. Ouais. Ils en prenaient le meilleur. Et ils n'hésitaient pas aussi à faire connaître leur technologie. Ils étaient réputés comme forgerons, ils ont vendu des épées à peu près dans tout le monde connu de l'époque. Dans le monde connu de l'époque, oui. Donc c'était donnant-donnant. Et justement, par ces contacts, ils devaient avoir des retours. Et c'est pour ça qu'ils couvraient vraiment un large panel. C'était des religieux, mais aussi des hommes politiques, des comptables, oui, puisque malheureusement, ils avaient vraiment une place importante. Ils étaient juristes, on l'a dit, c'était des conseillers du roi. Ils étaient conseillers, ils avaient... Des professeurs, ils formaient la nouvelle génération. Complètement. Donc ils avaient vraiment une place prépondérante dans la société celtique. Et il fallait compter avec eux. Il fallait compter avec eux, et je pense que voilà, on a essayé de vous brosser un petit peu, parce qu'il y aurait eu encore tellement à dire, mais on vous a un petit peu brossé ce que nous on a retenu de toute cette étude qui est quand même, qui a été très riche et qui nous a permis d'essayer de vous faire partager ce moment avec nous. Alors, nous espérons que cette vidéo vous a plu. Donc la prochaine sera sur les fêtes celtiques, la religion et l'héritage celtique qui découle. Donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas toujours à vous abonner et nous nous retrouverons donc pour cette 3e vidéo. Et nous avec plaisir.